Jacques de Witt, notre second entretien sur la pensée d'Adolphe Portman, finalement sur les formes animales. On va revenir à certaines formes. Portman, je sais qu'il a été très étonné lors de la rencontre de ce qu'on appelle les opistobranches, qu'on appelle aussi en anglais sea slugs, les limaces de mer, et il a été fasciné par la diversité de ces limaces. Alors les limaces de terre sont généralement marronasses, il y en a quelques-unes un peu tigrées, orangées, mais enfin elles sont assez répugnantes et elles ne manifestent pas beaucoup de variété, alors que ces limaces qui sont sous-marines, donc d'une certaine façon cachées pour nous, eh bien, déploie une sorte de carnaval de Rio des apparences, puisqu'on en voit certaines avec des trucs en plumes, des couleurs phosphorescentes, des panachages. Et alors ça a été une rencontre très importante pour Portman. Puis, autre aspect, parce qu'on est du côté de la question des apparences. Donc d'abord, oui, cette diversité extraordinaire d'apparences chez des êtres, chez des formes vraiment rudimentaire, on pourrait dire, de vie, enfin même si une limace c'est déjà très élaboré. Et puis l'autre aspect, c'est bien sûr le plumage des animaux ou encore les ailes des papillons. Et une remarque très importante de Portman, c'est de dire qu'on a l'impression que, parce que les plumes sont tuilées les unes par rapport aux autres. Alors quand on prend une plume de geai, on voit que la partie qui est recouverte par l'autre plume ne comporte pas de dessin, seulement celle qui est apparente. Et en plus, le motif se suit de plume en plume, comme s'il y avait eu ce tuilage et qu'on avait peint par-dessus. Il en va de même avec les ailes des papillons, où il y a deux ailes, et parfois la ligne médiane est parfaitement prolongée par l'aile inférieure, comme si on avait aussi fait une ligne par-dessus, alors que ce sont deux organes, d'une certaine façon, qui se sont formés, on pourrait dire, de manière hétérogène. Et là, tout d'un coup, on voit que ces deux organes s'ajustent pour montrer une forme, pour qu'il y ait une continuité esthétique, finalement, une continuité esthétique dans la forme. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi Portman est profondément interpellé par ce phénomène-là et cette apparence-là? Oui, on peut ajouter d'ailleurs que, si je me souviens bien, il dit aussi que ce dessin total, c'est le terme employé par quelqu'un qui le précède, d'ailleurs Portman est aussi quelqu'un qui non seulement observe, on l'a dit, la nature autour de lui, mais qui tient compte des travaux de ses prédécesseurs, qui souvent les interprète, les réinterprète. C'est très intéressant aussi, je trouve. Et donc, quelqu'un a parlé de dessin total du papillon, mais ce dessin total n'apparaît comme tel que si l'animal prend une certaine position. Donc ça suppose aussi un comportement, si vous voulez. Voilà, c'est aussi un élément important. Alors pourquoi cet intérêt? Eh bien, c'est précisément pour nous dire, nous montrer, essayer de nous convaincre de ce qu'il y a des apparences qui sont destinés à apparaître. Voilà. Il y a une intention d'apparaître dans la vie chez ces animaux, ce qui, évidemment, met en question, comment dirais-je, un concept trop vague, trop général de l'apparence. Et de l'intentionnalité aussi, parce que oui, enfin, une intention d'apparaître... On y viendra, hein, l'intentionnalité, mais disons qu'il y a, au départ dans la science, alors c'est peut-être plus compréhensible en allemand, puisqu'il y a le concept de Erscheinung, qui veut dire apparence ou phénomène. Voilà. Alors, au fond, Portman commence par dire, oui, bien sûr, il y a maintenant, voilà, tout est phénomène. Voilà. Même précisément, les structures microscopiques dont nous parlions à l'entretien précédent sont des phénomènes. Voilà. Bon, mais... Et même phénomène, finalement, pour nous. Mais pour nous, c'est nous qui envisageons la phénoménalité. Voilà. Et donc, bien à ce moment-là, on a une généralité de phénomènes ou apparences, etc. Et Portman dit non. Enfin, il ne le dit pas, c'est moi qui m'exprime ainsi, bien entendu. Hein, mais il dit non, il y a certaines apparences, hein, ou certaines formes, si vous voulez,
dont on peut montrer, dont on comprend qu'elles sont destinées à apparaître. Voilà, destinées à apparaître. Destiné, c'est un terme fort. Alors, c'est un terme fort. Je pense que c'est... évidemment, il y a une part chez moi de traduction, d'interprétation. Je pourrais retrouver les passages. Je pense que c'est exactement ce qu'il dit dans un des articles que j'ai traduits. Hein. Et d'ailleurs, il dit aussi, et ça, c'est pas lui qui l'a inventé, on parle d'organes à être vus. Hein. Donc, il dit, ça l'amène à dire, mais il y a... personne ne discutera que la formation de notre estomac est celle d'un organe destiné à digérer, hein. L'œil d'un organe destiné à voir. De la même façon, dit-il, nous devons admettre qu'il y a des organes à être vus. Ce qu'on appelle les phanères. C'est un autre terme dont on entend parler souvent. Oui, je ne sais pas si ça c'est... Phanères, c'est justement les parties de l'animal qui sont faites pour être vues. Et alors, effectivement, on a parlé du paon, de la queue du paon. On voit bien qu'elle est faite pour être vue, puisqu'elle sert dans la pariade. Alors, faite pour être vue, est-ce que ça ne nous ramène pas justement à une logique fonctionnelle? Parce que c'est pour être vu, mais souvent, on pourrait dire le plumage des oiseaux, et d'ailleurs, non pas des femelles, mais des mâles, qui devient particulièrement chatoyant au printemps, pour l'accouplement, donc fait pour être vu, pour l'accouplement de l'espèce. Donc, on en resterait à cette dimension fonctionnelle. Quelle est l'originalité ici? Alors, je dirais que Portman, pour m'exprimer ainsi, fait un bout de chemin avec certains biologistes fonctionnalistes. Oui. Voilà. Donc, Konrad Lorenz, mettons, pour en nommer qu'un seul. Et donc, en effet, donc, il met en évidence qu'il y a cette intentionnalité, enfin on reviendra sur le concept d'intentionnalité, hein, en tout cas qu'il y a des apparences destinées à apparaître ou des organes à être vus, et en effet, à ce moment-là, je dirais, certains pourraient pousser un soupir de soulagement. Bon, ça nous ramène à du connu, en effet, voilà, il y a une relation, et Portman s'étend beaucoup là-dessus, entre une forme et un œil capable de voir cette forme. Donc, il s'inscrit dans ce moment de sa pensée, parce qu'on verra qu'il a encore été beaucoup plus loin, donc dans une telle relation entre forme et œil capable de regarder. Mais donc, l'important... La panne, la femelle du Voilà, par exemple. Voilà. Mais oui, n'oublions pas quand même... N'oublions pas la panne. Ah oui, dans un monde actuel, il ne faudrait pas l'oublier, celle-là. Bon, alors, donc, dans son argumentation, donc, c'est pour ça qu'il cite souvent donc, les ailes de papillon, la formation. C'est tout de même pour nous démontrer, enfin, montrer ou démontrer qu'il y a quelque chose comme une intention d'apparaître. Voilà. Bon, alors, bien sûr, j'en viens de dire que ça pouvait être... compris par une certaine science fonctionnaliste. D'un autre côté, il faut bien dire aussi que l'idée même de supposer une intention, une intentionnalité et donc une téléologie dans la nature n'est pas acceptée par la pensée moderne. Oui, parce qu'on pense que cette téléologie, donc ce discours sur la finalité, le fait que les choses s'ordonnent en vue d'une fin, avec une sorte d'intentionnalité, serait une théologie. C'est-à-dire, alors à ce moment-là, il y a un auteur des intentions. Mais Portman reste au niveau de la zoologie ou d'une philosophie de la nature. Il ne se veut absolument pas théologien. Non, pas du tout. Non, c'est une... je ne sais pas quel nom lui donner, enfin une téléologie immanente, si vous voulez. Alors, justement, on parle d'apparition. On a parlé de voir, mais c'est aussi entendre, hein, puisque tout ce qu'on appelle apparition ici, ou apparaître, ou ce qui est destiné à apparaître, c'est non seulement la forme, les plumages, les motifs, mais aussi le chant des oiseaux, mais aussi, on pourrait dire, un certain type de comportement qui va distinguer une espèce d'une autre. Je pense à la sterne arctique qui va d'un pôle à l'autre, ou le saumon aussi
poisson anodrome qui se reproduit dans les eaux douces, mais qui va vivre en mer. C'est parce qu'il mange des crevettes qu'il a cette chair rose, enfin saumonée justement. Et puis après, il va remonter. Et on pourrait dire, bon, ben voilà, donc on nous explique que toutes ces caractéristiques du saumon sont fonctionnelles, mais en même temps, il y a ce type de vie, ce mode de vie, qui est un certain type d'apparition. Donc le comportement aussi est une apparition. Ce poisson qui remonte les fleuves d'une certaine façon pour revenir à sa rivière d'origine pour se reproduire. Oui, mais là, j'ai pas réfléchi à cette question-là. Peut-être que c'est pas seulement le voir, c'est ce que je veux dire, c'est aussi des gestes spécifiques, c'est aussi un champ spécifique. Finalement, c'est la forme prise dans toute son extension, pas simplement dans l'aspect visuel, c'est ça. Oui, ben alors évidemment, en effet, il y a l'aspect auditif, le chant, et là, il y a quelques textes de Portman qui portent sur On en parlera à un moment. On remettra ça plus tard. Plus tard. Mais juste, on va reprendre cette question finalement de quelque chose qui fait penser à la parure aussi. Et je voudrais faire un lien avec un penseur que vous connaissez aussi, Henri Reynal. Oui. Et au fond, c'est la même question. Pourquoi est-ce que la femme s'habille ? Pourquoi est-ce que la femme se retrouve parfois devant sa garde-robe et dit « je n'ai rien à me mettre ». Si la question, c'était uniquement la fonctionnalité, elle aurait toujours quelque chose à se mettre. C'est pas vrai. Et donc, on pourrait dire « oui, mais alors elle veut changer de vêtements uniquement parce qu'elle veut plaire, parce qu'elle veut suivre la mode, parce qu'elle veut... » Et on pourrait ramener ça à des fonctionnalités. Et Henri Reynal, lui, dit non, la femme s'habille, se pare, finalement pour se parer. On est dans le même ordre de manifestation de soi, de prendre en charge finalement une sorte de splendeur ou de chatoiement de forme. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai été très proche d'Henri Reynal. Nous avons beaucoup échangé sur précisément la pensée de Portman. Je pense qu'il y a une véritable convergence, en effet. Enfin, j'ajouterai ceci, quand même pour distinguer la femme et donc l'espèce humaine. Bon, d'abord, chez les oiseaux, c'est les mâles comme on le dit très bien, ou elle le dit très bien, je vais me changer, nous pouvons nous changer. C'est ça. Et ça n'est pas donné aux animaux. Oui, voilà. C'est-à-dire le tigre ne se dit pas un jour je vais mettre des pois et pas des rayures. Bon, ça, la femme se dit. Mais justement. Quoique, alors là, je fais intervenir aussi un autre auteur extrêmement important, c'est Roger Caillois, dont j'ai découvert que Portman était en train de lire ce livre Méduse et compagnie. Enfin, il y a des. Mais Roger Caillois est allé très loin jusqu'aux pierres, jusque les pierres, le minéral même, l'apparition du minéral. Mais alors Caillois s'intéresse beaucoup au mimétisme, au travestissement. Caillois, lui, irait jusqu'à dire qu'éventuellement la nature a prévu, qu'il y aurait quelque chose comme un instinct de se changer, de se transformer. Mais la nature prise dans son ensemble, c'est pas seulement telle espèce. Et c'est pour ça que... Mais je veux dire, pour en revenir tout de même, se changer, voilà. Et donc, nous changeons, ça veut dire nous habillons autrement, avec comme conséquence que nous devenons en partie un peu autres, selon moi. Oui, voilà. Mais justement, ça me fait penser à ce que dit Aristote quand il dit l'homme est l'être le plus selon la nature. Et si on arrive à une interprétation, je dirais, portmanienne de la nature, qui n'est pas fonctionnalité pour l'autoconservation, on en reparlera plus précisément après, et puis on fera une critique sans doute du darwinisme, mais si la nature n'est pas seulement fonctionnalité pour l'autoconservation, elle est une puissance à inventer des formes, à multiplier des formes, la nature. Et dès lors, on peut comprendre l'affirmation d'Aristote selon laquelle l'homme est la forme des formes, c'est-à-dire l'être naturel qui, d'une certaine façon, résume toute la nature et qui a la puissance de la nature elle-même à inventer des formes, à se changer, à se parer. Et justement, ce qu'on considère être le plus grand artifice de la femme, qui est de se changer en permanence, est en fait ce qui la manifeste comme l'être
plus naturel encore que l'homme, qui lui en reste souvent à des vêtements plus fonctionnels. Voilà. Et donc il y aurait ce lien, l'homme comme ayant à charge les apparences, toutes les apparences. D'accord, ben voilà, vous m'entraînez dans des perspectives que je n'avais pas soupçonnées, mais enfin voilà, très bien, je suis Comment globalement l'anthropologie d'accord. pourrait s'encadrer? Alors, moi, je voudrais revenir à cette question, parce que c'est vrai que les autres zoologues partent du côté de la physiologie, et Portman laisse entendre, il fait une comparaison avec le théâtre, et je voudrais lire ce passage qui est vraiment admirable, sur le fait d'aller dans les coulisses. Voilà. Et d'essayer de dire, vous voulez comprendre la pièce de théâtre, allez dans les coulisses. En gros, c'est la tendance de la zoologie, et spécialement de la génétique, de dire, voilà, nous allons vous donner le code génétique qui va être l'explication Mais du reste. ça rejoint ce que vous avez dit dans l'entretien précédent, c'est-à-dire le discours du soupçon. Le discours du soupçon, mais pas seulement. C'est ça ce que je voudrais. Je voudrais lire ce passage donc, de la forme animale. À propos de la génétique. La génétique nous permet de jeter un coup d'œil dans les coulisses du théâtre où se préparent les acteurs, où fonctionnent les accessoires de bruitage et où la collaboration d'assistants invisibles permettra au spectacle de se dérouler harmonieusement. Mais ce regard dans les coulisses ne nous permettra pas de comprendre le sens de la pièce. Pour cela, il faut être dans la salle, il faut même oublier le pourquoi et le comment du spectacle pour en percevoir tout l'effet. Alors, premier aspect, vous voulez faire un commentaire de ce passage? Non, je ne... Alors, je prends la suite. Mais personne ne contestera qu'il doit aussi exister des spécialistes de la technique théâtrale. Celui qui veut faire jouer une pièce de théâtre doit être familiarisé avec la technique de la scène. Donc, en gros, ce que font souvent les généticiens, c'est de croire qu'ils vont expliquer une forme en remontant vers les chromosomes qui lui correspondent, mais c'est la même chose que d'essayer d'expliquer Roméo et Juliette en nous expliquant comment on a fait les costumes, comment on a appris Absolument. le texte et comment on fait les lumières. Donc c'est ça. Mais il dit par la suite, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est ça qui nous permet de faire jouer des pièces. Donc le problème de cette science, c'est pas seulement le soupçon, c'est aussi qu'elle veut agir sur le vivant. Oui. Est-ce que c'est pas aussi le fait que si la science cherche à décomposer les apparences comme un mécano, c'est précisément pour pouvoir les recomposer et pour pouvoir agir dessus? Écoutez, là, j'ai l'impression que vous pointez un développement de la science qui était encore inconnu à l'époque de Portman, il me semble. Enfin, voilà. Il le dit ça pourtant. Se préparait. Il dit bien, celui qui veut faire jouer une pièce de théâtre doit être familiarisé avec la technique de scène. De même, celui qui veut élever une espèce animale ou cultiver une espèce végétale doit connaître à fond les lois de l'hérédité et des mutations. D'accord. Donc, agir sur le vivant. Mais là, on est quand même dans un élevage relativement classique, me semble-t-il. On n'est pas dans des... il entend génétique dans un sens large, effectivement. Voilà, mais est-ce que justement, il n'y a pas... Finalement, le réductionnisme qui fait oublier les apparences et qui fait remonter au code génétique n'est pas le propre d'une science qui veut agir sur le vivant. Pas simplement le voir, s'intéresser à ses finalités, mais agir sur lui. Je ne sais pas. Peut-être que vous voyez cette perspective-là. Mais enfin, disons, moi je m'en tiens plutôt au connaître, enfin, qu'est-ce que c'est que connaître la vie, qu'est-ce que c'est que connaître le vivant. Et c'est en cela que donc le fait d'aller voir dans les coulisses ne nous permet pas de comprendre le spectacle. Donc ça revient aussi à la phrase que nous avons citée au début, c'est-à-dire le sens. Alors, moi, je vais vous citer vous-même pour aller dans mon sens. Ah, d'accord, ça c'est très subtil, oui, très bien. Vous dites la chose suivante, tout comme Goethe, qui l'admirait, Portman appartenait sans nul doute à la lignée des Olympiens et non pas à celle des Titans, pour reprendre une distinction de Carl Friedrich von Weizsäcker. Alors, justement, contrairement aux Titans, dont la grandeur consiste à provoquer une crise et à se lancer dans des entreprises démesurées sans tenir compte des conséquences, les Olympiens s'efforcent de rétablir un équilibre perdu, de retrouver un sens de la mesure,
de réinventer une vision globale de l'homme dans laquelle les parties démembrées puissent trouver une place. Alors justement, cette distinction entre une vision titanesque et une vision olympienne. Le titanesque, c'est agir, transformer, Oui. ramener à l'exercice de l'efficience. Et de l'autre côté, l'Olympien est un contemplatif, finalement. Est un contemplatif, et alors celui, vous avez cité, oui, ça apparaissait dans le passage, Goethe aussi, il y a un très beau passage de Goethe où on reproche à Goethe, qui avait donc écrit une métamorphose des plantes, qu'il n'y avait rien sur les racines. Alors Goethe, malheureusement, je n'ai pas le texte ici. Ouais. Alors, il est très méprisant, disant qu'est-ce que j'en ai à faire des racines. Enfin, donc, alors, on m'a aussi apporté le plan de la cathédrale de Strasbourg, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le bâtiment qui s'élève et pas les fondements, les fondations. Voilà. Donc, c'est la même presque morgue aristocratique d'une certaine façon. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se montre, c'est ce qui et pas les soubassements cachés. Donc voilà. Mais les soubassements sont importants pour les maçons, pour l'architecte. Donc on revient à Bien cette entendu, idée que bien entendu. C'est quand même l'idée d'une science opérative qui commande oui. à cette obsession du soubassement. De toute façon, il n'est pas question, même si on opère donc ces distinctions et si on porte l'accent sur ce qui se montre, il n'est pas question de dire que tout ce qui concerne le métabolisme, la conservation, est nul et non avenu. Donc, je dirais la tâche de l'Olympien que je citais dans mon texte, c'est de reconstituer, je dirais, une architectonique des finalités. Ça, c'est une expression à moi. Donc, une architectonique, ça veut dire que les différents aspects de la vie humaine, les différentes sciences aussi, trouvent leur place dans un ensemble, mais leur juste place. Voilà. C'est l'idée, c'est l'exigence de trouver la juste place de chaque chose. Voilà. Mais ça ne consiste pas à ignorer l'importance de certaines fonctions qu'on peut considérer comme subalternes. Voilà. Donc il y a lieu d'avoir une vision globale, c'est un à la ordre. fois Alors, un ordre. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement on pourrait avoir tendance avec cette vision généticienne de croire que les apparences sont expliquées par le génome, alors qu'en fait le génome est expliqué par les apparences, c'est-à-dire que la finalité c'est pas le génotype, c'est le phénotype. C'est l'apparition de cette forme-là. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut faire intervenir le concept d'explication, mais en tout cas de finalité, de cause finale. Donc qu'en effet, il y a quelque chose comme une finalité plus globale, alors, il y a aussi un concept, une expression que j'emploie beaucoup, c'est relation d'enveloppement. Laquelle de ces deux finalités enveloppe l'autre, au sens de cette relation mutuelle. Alors on va rentrer dans le détail de cela dans notre. Mais nous avons beaucoup dérivé, mais c'est pas grave. Notre entretien qui va suivre, mais justement on revient à cette question qu'on avait posée, c'est-à-dire quand le soldat fait la guerre, est-ce que c'est pour conserver simplement la vie de ses compatriotes, ou est-ce que c'est aussi manifester héroïquement, justement, donc s'exposer? On retrouve finalement ce thème-là. C'est sûr qu'il va aussi chercher à conserver et à protéger sa patrie. C'est un ordre. Mais cet ordre-là, malgré tout, est enveloppé dans, on pourrait dire, la manifestation, l'exposition, voire même la gloire de la patrie. La gloire, je pense que ce terme de gloire, qui vous est cher, est particulièrement bienvenu ici dans ce contexte, je pense. C'est de l'ordre de la gloire, en effet. Alors, est-ce que Portman, justement, lui, comme olympien, avec cette vision globale, comment est-ce qu'il va situer justement ces choses destinées à apparaître? On revient sur ce thème, la destination de l'apparence. Ça signifie que la finalité de la nature, donc, c'est du vivant, c'est d'apparaître.
Oui et non. Enfin, d'abord, je dirais qu'il montre qu'il y a donc ces apparences destinées à apparaître, mais moi, en essayant d'interpréter, peut-être de décomposer certaines idées de Portman, enfin, qui sont chez lui enchevêtrées, moi, je dirais qu'il y a une question, la question de la finalité se redouble en quelque sorte. Admettons que en ayant lu son commentaire des plumes d'oiseaux, des papillons, etc., on admet, voilà, il y a quelque chose comme une finalité. Hein, mais quelle est la raison d'être de cette finalité elle-même? Donc, d'ailleurs, je me suis rendu compte que le mot finalité pouvait avoir deux sens. D'ailleurs, aussi bien en allemand qu'en français. Zweckmäßigkeit, finalité. On appelle finalité un arrangement concerté. Hein, voilà, ça n'est pas le fruit du hasard. Ça a été arrangé d'une certaine façon. Voilà. Intentionnalité. Donc, une intentionnalité, mais se pose la question quand même. À quoi bon? À quoi bon? Quelle est la raison d'être? Quel est le sens? En vue de quoi? Voilà, en vue de quoi le wozu qui vient s'ajouter donc à cette constatation. On ne peut pas s'en tenir simplement à dire voilà, tout ça a été arrangé de manière à apparaître. Donc il faut aller plus loin dans l'interrogation. Voilà, ce qui me semble, et qui me semble le propre de Portman, c'est que il a été toujours plus loin dans l'interrogation. On verra probablement plus tard qu'il a été vraiment très très loin. Voilà. Alors on va s'arrêter pour ce deuxième entretien et on verra justement la prochaine fois justement ce rapport entre les finalités, notamment la question de l'autoconservation. Est-ce que c'est la finalité des apparences ou est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut retenir pour l'apparence elle-même dans sa propre fin? Entendu. Merci. Bon, je suis désolé si j'ai...